Bonjour et bienvenue sur Clone Web. Alors d'abord, on voudrait revenir sur votre parcours, parce que vous avez un parcours un peu atypique, donc je cherchais aussi. Vous avez fait Frontières en premier film français après votre court-métrage Petit Matin. Et ensuite, vous avez enchaîné sur le gros poids lourd Hitman. Comment vous avez fait la transition entre les deux exactement? Entre Frontières et Hitman, en fait, ça s'est fait très simplement parce que c'était Luc Besson qui distribuait Frontières. Et quand il a acheté le film, il m'a donné le script d'Hitman en me disant tiens, est-ce que tu veux tourner ce film-là? Et je lui ai dit ok, allons-y. Et ça s'est fait, ça a pris 24 heures pour se décider. C'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement à partir du moment où vous rentrez chez EuropaCorp. Généralement, vous faites des gros films assez facilement derrière en fait. Et c'est vrai que franchement, ça s'est fait très naturellement. Et comme le film était déjà planifié pour une sortie 6 mois plus ou moins après la proposition de le faire, donc il est sorti avant Frontières. Alors que Frontières était tourné avant. Ouais. Et le fait que ça soit coproduit avec la Fox, c'était déjà prévu comme ça En fait, c'était un projet Fox à la base. Et EuropaCorp devait l'exécuter en quelque sorte. Donc ils sont producteurs exécutifs sur le film. Et c'est une commande de Fox faite à Europa pour pouvoir faire le film. C'est pas un produit Europa. Et on a cru comprendre qu'il y avait eu des petits soucis sur Hitman au niveau notamment du montage final. Ah bah oui, forcément, parce que moi je voulais avoir ma liberté à la mise en scène et j'avais jamais fait de film de studio. Donc je pensais innocemment que j'allais pouvoir faire le film que je voulais. Et c'était pas vraiment le cas. Donc ils ont pris les rênes du montage à la sortie du tournage parce que c'était un peu trop violent et que ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient à la base. Ils voulaient un film très commercial qui va vite. Alors que moi je faisais une vraie adaptation littérale du jeu vidéo, donc beaucoup plus dans une atmosphère, beaucoup plus lent, avec une autre musique. Mon montage n'avait rien à voir avec ce qui est monté actuellement. Donc l'intervention du studio, ça a eu lieu que sur la post-prod ou sur le tournage? Non, franchement sur le tournage j'ai vraiment fait ce que je voulais. Donc tous les plans qui sont dans le film, sauf la scène de la gare, c'est moi qui les ai faits et Olivier Mégaton qui a fait la deuxième équipe. Donc il a tourné certaines séquences d'Afrique et quelques plans de fusillade dans l'ascenseur, mais je sais pas si la séquence de l'ascenseur elle est dans la version que vous avez vue. J'ai vu la version cinéma. D'accord, ouais, non. Elle est que dans la version non censurée. D'accord. Et c'est vrai que au départ moi je faisais le film comme je voulais, donc au niveau du découpage, des scènes, la manière dont je voulais les tourner, je les ai vraiment tournées avec toute la liberté que je voulais. Et c'est vrai que Luc Besson m'a laissé toute la liberté là-dessus, mes décors, mes choix d'acteurs, sauf pour Timothy Olyphant qui était déjà choisi dès le départ. Mais après c'est uniquement le montage qui sont intervenus. D'accord, ok. Et le retournage de la séquence des sabres. Et la version uncut, c'est Director's Cut ou c'est Non, juste c'est une version avec un peu plus de violence dedans. Parce que c'est aussi la Fox qui l'a... C'est aussi la Fox qui l'a monté, oui. Et donc c'est possible qu'on voit un jour le Director's Cut? C'est impossible. Impossible. Non, ça a tellement rien à voir qu'il faudrait refinancer une post-prod complètement. D'accord. Et ça demanderait pas loin d'1 million d'euros de budget. Donc c'est pour, on va dire, un nombre très limité de gens qui voudront la voir. Donc quelque part, moi je l'ai sur mon ordinateur, je la montre à des potes. Ok. Ça vous a servi de carte postale, je présume, enfin de carte de visite en tout cas pour les États-Unis? Bah ouais, dans un sens, mais dans l'autre aussi, c'est assez traître de faire un film comme ça parce que quelque part, moi mes intentions étaient de faire des films plutôt comme ce que j'avais fait sur mon court-métrage, qui est beaucoup plus proche de ma sensibilité. Et en faisant Hitman, tout de suite t'es catalogué réalisateur de films d'action, réalisateur de films de studio, et j'ai pas envie de faire ça ad vitam. C'est marrant à faire une fois, deux fois, mais j'ai plus envie de m'orienter vers des films où on travaille sur des personnages, on travaille sur de la direction d'acteurs, plus que sur des scènes uniquement techniques. Et c'est vrai que Hitman c'est un exercice technique, je l'ai fait, c'était intéressant. Il y a eu la rencontre avec Olga Kurilenko et je suis super content aujourd'hui que grâce à ce film-là, elle a pu exploser. Et c'est vrai que c'est plus le travail de l'acteur qui m'intéresse que filmer des explosions et des fusillades où, bon, au bout d'une semaine de tournage de ce genre de truc, t'en as
Surtout c'est un peu chiant à tourner en fait. Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant d'être sur un travail avec des comédiens, de voir l'évolution psychologique d'un personnage, alors que là, sur un film d'action, finalement, tu te perds un peu en fait. Finalement, c'est très rodé parce qu'il y a les chorégraphies. Voilà, toi, t'es qu'un exécutant en fait sur ce genre de film, et c'est vrai que moi, j'ai plutôt envie de m'orienter sur des films où je peux mettre ma patte, ma personnalité. Et sur Hitman, j'ai pas du tout pu mettre ma personnalité dedans. Tu vois, il y a un Vous truc aviez aucun contrôle sur le découpage? Non, sur le découpage, si, Ouais. mais sur le script, Ouais. aucun. Sur le script, tu peux pas. Tu as déjà un script à la base qui est écrit et développé par le studio depuis des années. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est cadré. C'est-à-dire qu'il faut raconter cette histoire-là comme elle est là. Et après, toi, c'est dans ton découpage technique que tu peux essayer d'amener des trucs. Mais si eux, ils prennent le montage derrière, c'est mort. Ils vont prendre tes plans, ils le montent comme ils veulent. Là, ils l'ont monté un peu à la manière d'un Bourne Identity, alors que c'était tourné pour être quelque chose beaucoup plus. C'était vraiment très lent et ça prenait son temps en fait. C'était un film qui faisait 1h50 dans mon montage, et là, il fait 1h25, je crois. Donc, c'est un peu. Même si c'était votre découpage, c'était Bah, si tu veux, dans le c'était très rythme, rodé, très technique. dans le rythme de montage tel qu'il est là aujourd'hui, tout va très vite. La musique, on dirait la musique de Bourne Identity. Donc, quelque part, ça. Je parlais par rapport au tournage, par rapport au fait que c'était assez ennuyeux apparemment à tourner. Ah non, le tournage, moi je m'occupais surtout des séquences avec les comédiens, D'accord. de la grosse séquence de fusillade qu'il y a à un moment donné dans la boîte de nuit là chez Audrey Belikov avec le mec qui joue dans Lost. Mais sinon tout le reste c'était assez fun quoi. Ah, ok. Mais c'est quand tu fais une scène que technique comme une scène de fusillade, c'est quelque chose de très. C'est-à-dire que tu as le chorégraphe des cascades, les responsables effets spéciaux qui ont planifié ce qu'il y a à faire sur le plateau. Qu'est-ce qu'on va faire exploser ce mur-là, le mec il va sauter là. Donc là tu dis bon bah je peux mettre ma caméra là, et le mec il va dire ah c'est dangereux parce que le cascadeur il va sauter par-dessus, s'il se loupe il peut tomber dessus. Donc là il te donne une zone où tu peux te mettre à peu près et t'es tout de suite un peu plus confiné. Et c'est un peu sur un film de ce budget là où on n'avait pas forcément le temps non plus de faire énormément. Tu vois, c'était pas Sucker Punch où Zack Snyder il se permet des plans n'importe comment, enfin, il fait un peu ce qu'il veut. Et là il fallait qu'on aille vite et qu'on ait la scène au bout de 5 jours quoi. Donc au final, le découpage que vous vouliez appliquer, il a été restreint par les conditions de tournage. T'es obligé de t'adapter au budget que tu as en fait. Et c'est vrai que sur ce film-là, ça restait un gros budget, mais c'est pas tant énorme que ça par rapport au film que ça a été. C'est un film qui a coûté 24 millions de dollars, Oui. alors que à l'image, au final, tout le monde pense qu'il en a coûté 60, 80 quoi, et pas du tout. Ok. Donc Et donc, d'après ce que j'ai compris, The Divide, c'était aussi un projet de producteur. ouais, Comment exact. vous avez opéré la transition? En fait c'était assez drôle parce que le producteur qui me l'a proposé au départ, qui s'appelle Darren Welsh, habite en Allemagne, et il avait vu Frontières en France. Il avait bien aimé le film et il m'a contacté, il m'a donné le script, je l'ai lu et moi je lui ai dit écoute j'aime bien la base, mais j'ai vraiment un truc à raconter dessus, j'aimerais pouvoir l'orienter, prendre je dirais le concept, 8 personnages bloqués dans un sous-sol, et puis raconter complètement autre chose. Et il m'a dit bon bah qu'est-ce que tu veux me raconter, puis là je lui ai fait une petite note, lui et son coproducteur Ross Linerstein ils ont vraiment validé le truc, et après on est parti sur 6 mois de réécriture totale du scénario avec 2 auteurs, et puis aujourd'hui vous verrez le film ce soir. Ouais. Voilà. À la base, c'était un film d'action? Non du tout, c'était plus un film d'horreur, genre un peu genre The Hall, tu vois. C'était des jeunes qui sont coincés dans un sous-sol et qui s'entretuent. Et moi j'étais là, je me dis putain c'est. Mais le mec comme comme le producteur était super cool, je me dis bon je vais essayer de lui proposer un truc, puis on va voir. Donc en fait c'est une coproduction canadienne? C'est une coproduction canadienne, américaine, allemande. D'accord. Et un peu anglaise et un peu française. Et donc l'expérience avec la Fox sur Hitman, elle a aidé à la production du film? Pas forcément en fait, parce que là le film, si tu veux, quand tu fais un film comme Hitman, tu as quelque part beaucoup de moyens, donc tu as beaucoup de jouets et les choses sont beaucoup plus faciles quand il y a de l'argent. Alors que sur The Divide, tu reviens un peu à ce que tu as fait sur Frontier,
ou tu es dans du système D. Il faut réussir à faire le film avec très peu d'argent. Là, le film a coûté 4 millions de dollars, ce qui est rien du tout. C'est le niveau d'un budget moyen français. Et on a tourné à Winnipeg au Canada, justement parce que là-bas, tu as beaucoup de tax crédits. Les studios sont vraiment pas chers, les équipes hyper compétentes. Il y a des journées de tournage à plus de 12 heures de tournage par jour, donc tu peux faire les choses. Et en fait, c'est un film qui s'est fait vraiment avec du système D. Ça a été produit en partie, enfin financé en partie par le stagiaire régie du film. Donc, mais on l'a fait avec la totale liberté qu'on voulait. Et aujourd'hui, j'ai pas à dire ah non, il y a un studio qui m'a coupé derrière. Pas du tout. Mais le fait qu'il y a marqué Xavier Lance, réalisateur de Hitman, la Fox n'a pas voulu vous aider sur le film, par exemple, pas du tout. Ah non. Ça, c'est un argument de vente pour la boîte de vente internationale. Après, moi, je préférais à la limite que ça y soit pas. D'accord. Justement, on peut comparer The Divide et Frontier, parce que c'est deux films, je veux dire, indépendants, c'est des petits films, mais faits de façon, dans deux systèmes complètement différents. Et au final, aujourd'hui, vous préféreriez continuer dans un système plus canadien-américain ou français ? Là, j'ai un projet français que je prépare pour l'année prochaine, mais on m'a proposé d'autres films de studio et à partir du moment où tu peux pas avoir d'influence sur le scénario, aujourd'hui j'ai compris que c'était pas pour moi, donc je refuse. Et par contre, j'accepte de lire des scripts et de regarder si je peux avoir la possibilité de mettre mon empreinte dedans. Si je peux pas, c'est pas la peine. Et le truc, c'est qu'aux États-Unis, on va te donner souvent des scripts où tu peux pas du tout avoir d'influence sur l'écriture. Et c'est un peu le problème. C'est pour ça qu'il y a une crise là-bas, parce que les réalisateurs sont juste des techniciens. On leur donne le scénario, quand tu es réalisateur signé par un studio, on dit bon bah tiens, cette année tu vas faire ce film-là, puis l'année prochaine tu feras celui-là, et tu choisis pas, puis ça se fait un peu à l'appel, alors que moi j'ai quand même envie de choisir les films que je veux faire. D'accord. Mais comment ça se passe au niveau justement du tournage au niveau du financement, parce que j'imagine que pour faire des films entre guillemets de genre, donc c'est plus facile de tourner en anglaise pour produire le film. Pas forcément en fait, parce que en France aujourd'hui tu as quand même un système qui est bien rodé pour ça, et tu peux faire des petits films de genre à 1 million, 1,5 million, de manière assez facile, je dirais, parce qu'il y a des producteurs, il y a une chaîne de télé qui les finance, et il y a des distributeurs qui les achètent. Ça se vend super bien à l'étranger, donc c'est des belles opérations d'un point de vue commercial, je dirais, et ça le permet de lancer des réalisateurs. Moi je viens de cette génération-là. T'as toute une génération de mecs depuis 5 ans qui ont fait leurs premiers films, qui sont des films d'horreur. Avec la fameuse nouvelle vague. Exactement. Et c'est vrai que je trouve ça super, tu vois, d'avoir toute cette génération. Et là ça continue, et ça va continuer, je pense, encore au minimum 10 ans, j'espère longtemps. Tu sais, ça te permet d'avoir un vivier de jeunes artistes, de jeunes réalisateurs, d'avoir des points de vue sur des choses. J'ai entendu parler d'un film qui s'appelle Carré Blanc, je sais pas si vous en avez. Et ça a l'air incroyable. Et c'est fait par ce biais-là, quoi. Et t'as qu'en France que tu peux faire un film comme ça. Aux États-Unis, c'est impossible. Même en passant par le système canadien c'est très difficile, c'est-à-dire que produire un film de genre The Divide, normalement il ne devrait pas exister dans la forme dans laquelle vous allez le voir aujourd'hui, parce qu'il était écrit au départ avec une fin complètement différente. Parce qu'on avait un système de financement traditionnel à l'étranger. Donc il fallait qu'il y ait une happy end et tout. Et on se disait bon bah ok, on fait comme ça. Et on a perdu le financement à une semaine du tournage. Ce qui fait que on a pu changer le script. Parce qu'on a le stagiaire régie du film, ses parents, on a eu de la chance, il vient à Winnipeg. Il nous a dit ouais non, vous pouvez pas arrêter le film les mecs, c'est mon boulot pour le printemps. Et on lui dit ouais mais on n'a pas les thunes, on peut pas faire le film. Et là il fait attendez, je vais parler à mes parents. Ses parents sont assureurs à Winnipeg et ils ont financé le film. D'accord. Ouais, et donc moi à ce moment-là je leur ai dit mais est-ce qu'on peut changer les choses et tout. Ils font faites ce que vous voulez. Puis on a changé intégralement le script pour justement se permettre d'embrasser cette liberté qu'on avait d'un coup de faire ce qu'on voulait, quoi.
Et vis-à-vis du jeu en lui-même, on sait que c'est quand même des films qui marchent pas très bien en France et qui se sont surtout vendus à l'étranger. Donc justement, le fait de tourner en anglais, c'est peut-être plus... Bah, le problème, c'est qu'après, tu as une histoire de... comment ça s'appelle? Pas de quota, je sais plus comment c'est. Tu sais, c'est ce que te donne le CNC, en fait. Je sais plus, excuse-moi, j'ai pas le terme, mais en fait il y a une terminologie qui te dit qu'à partir du moment où le film est produit en langue française, ça rentre dans le quota d'exception culturelle française et ça te permet aussi de débloquer du fonds de soutien. Enfin, pour les producteurs, c'est important que ce soit en langue française. Si tu le tournes pas en français, par exemple, tu vas avoir Canal+ qui vont te donner entre 400 et 500 000 euros pour faire le film. Là-dessus, tu vas avoir un crédit d'impôt de 250 300 000 maximum. Donc ça te permet, et puis un petit MG d'un distributeur, ça te permet d'avoir ton million d'euros de budget pour faire le film. Si t'as pas la langue française, t'as pas le crédit d'impôt. D'accord. Donc voilà. Et t'as pas Canal+. Parce qu'ils sont obligés de financer des films en langue française. Donc ouais, c'est pour ça qu'il y a... Enfin, c'est un truc de... Mais en même temps c'est bien, ça protège la culture ici et t'as des sociétés comme SND qui tournent des films de genre en anglais. Donc mais c'est un autre procédé en fait. Le système de financement des films de genre en anglais, c'est vraiment si un Français voulait le faire, il faudrait qu'il passe par une boîte de vente internationale qui va prendre le script. Si elle aime le script, elle va aller voir les territoires qui pourraient être intéressés par ce projet. Eux ils vont dire bon, on achète à tel auteur. Et donc c'est sur ces ventes de prédistribution que le film va se financer. Ce qui n'a rien à voir avec le financement français. Et après ça dépend du producteur, ce qu'il a envie de faire, s'il a envie de lancer un jeune réalisateur ou pas en France ou plutôt à l'étranger. Mais je pense que c'est plutôt... moi je sais que si on avait fait Frontières en anglais, ça aurait pas changé grand chose en fait. Je pense que ça aurait même nuit au film. Donc au final, actuellement, vous préférez continuer à travailler dans le système français, mais si c'est toujours des budgets limités non, faut faire le pont entre les deux en fait. C'est-à-dire travailler dans le système français sur des films que je peux maîtriser et travailler dans le système indépendant américain parce que dans le système indépendant, tu as le petit indépendant comme Divide qui est où tu peux faire des petits films où tu fais ce que tu veux. Mais là, comme ça s'est très bien passé, je peux avoir accès à des petits films indépendants mais plus gros. Et c'est un peu vers ça que je tends en ce moment. On m'a proposé des projets, des adaptations de Stephen King ou des choses comme ça qui restent des films indépendants. Les producteurs veulent les faire en dehors du circuit des studios. C'est en anglais, mais ça reste un budget à 15-20 millions. Et tu fais quand même un film indé. Mais pour accéder à ça, il faut passer par des petites étapes comme The Divide par exemple. D'accord. Sur The Divine, comment ça s'est passé pour le choix des acteurs? Bah en fait on a une liberté totale Ouais, bah on a fait un casting avec le script et on devait tourner au mois de mars 2010. Malheureusement on a eu un problème de perte de budget. On avait Mélissa George qui devait faire le rôle principal et Robert Patrick. Et finalement comme on a dû décaler le film, la date de tournage du film, eux, ils étaient déjà engagés sur d'autres projets. Donc ils pouvaient plus faire le film. Et on a dû recaster le film à 3 semaines du tournage. Et c'est là qu'on a pris Milo Ventimiglia, Michael Biehn, Lauren German, Rosanna Arquette était là depuis le début, Ivan Gonzalez, Ashton Holmes, Courtney Vance. Et puis ça s'est passé assez facilement en fait. Les acteurs ils sont pas intervenus sur l'écriture. Ils sont intervenus sur l'écriture pendant le tournage en fait. Parce que moi je leur proposais justement pendant les répétitions, quand on a commencé la prépa du film, je les ai fait venir à Winnipeg et là on a fait un workshop en fait, un petit peu comme tu fais à l'Actor Studio où tu recrées les situations de chacun, de la vie de chacun en improvisation. Donc on a recréé la première rencontre entre Eva et Sam, comment ils se sont rencontrés, on l'a joué en impro. Alors c'est pas du tout dans le film mais ça les a nourris en tant qu'acteurs. Ensuite on s'est dit bah tiens, ce que vous avez fait dans l'impro, à un moment donné tu dis ça peut être bien que ce petit bout de dialogue on l'inclut à cet endroit. Après avec le scénariste, on faisait des sessions de travail avec chaque acteur sur leur scène et on jouait les scènes avec eux en leur disant voilà là comment tu vas, est-ce que tu te sens de manière plus organique de dire telle ou telle phrase. Et puis lui il jouait le truc
Et à un moment donné, il sentait quelque chose et il disait ouais, et si je dis ça à la place. Et je trouvais que, et en fait, d'un seul coup, vous verrez dans le film, c'est assez particulier. Les personnages sont vraiment, tu sais, il y a beaucoup de chevauchements. C'est un peu la méthode qu'utilisait Robert Altman quand il faisait MASH ou des films comme ça en fait. Dans les films d'Altman, les gens ils se parlent vachement par-dessus, mais en même temps ça crée une énergie en fait. Et c'est vrai que là sur The Divide, c'est un peu ce qu'on a essayé de créer en fait. Donc, en fin de compte, malgré le recast 3 semaines avant, vous avez quand même réussi à bien faire. Ah ouais, franchement c'était cool. Et le fait que ce soit du post-apocalyptique, c'était une envie directement ou... Bah moi j'avais envie de faire un film sur des personnages en huis clos. Donc quand le script de Shelter est arrivé, qu'il y avait ce huis clos, je me suis dit ah, tiens c'est cool, ça parlait de fin du monde. Et je me suis dit bon bah voilà, essayons tant qu'à faire, embrassons ce genre-là. Et c'est ma proposition de film post-apocalyptique. Après les gens aimeront ou pas, mais... Et justement, comment on fait pour entrer dans un genre qui est quand même super balisé, où il y a vraiment des piliers qui sont passés, qui ont vraiment balisé la chose? Comment on fait en passant d'un genre finalement super codé pour faire quelque chose d'original avec ça? Bah en fait tu prends ton scénario moi je trouve que c'est plutôt à travers la mise en scène et la manière dont on l'a raconté, l'expérience qu'on a essayé de faire vivre aux acteurs, parce qu'en fait on s'est dit voilà, on est enfermé dans un décor pendant 31 jours, donc utilisons-le comme un laboratoire. Et en fait je sais pas si vous avez fait si vous avez assisté à des cours d'acteurs studio, mais c'est assez intéressant de voir comment tu peux faire évoluer des scènes et des personnages sur de l'improvisation, sur juste discuter, travailler en permanence sur le script. Mais comme on était dans la chronologie, on a construit les personnages au fur et à mesure du film. C'est-à-dire qu'on s'est dit, t'arrives dans un sous-sol comme ça avec tes voisins. Comme c'est tes voisins, tu vas pas leur dire salut, comment tu t'appelles, pour présenter les personnages. Donc on s'est dit ça, on va éviter ce cliché-là et laisser l'action se dérouler au fur et à mesure et comprendre les personnages par leur personnalité au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, c'est en travaillant avec les comédiens sur ce système de workshop Actor Studio qu'on a réussi à développer ça. Et il y a des moments assez forts qui sortent juste par de l'improvisation et des choses tu les sens vraiment ils sont vraiment dedans dès le début en fait. Et sur l'univers visuel? Ça c'était... Il y avait des grandes inspirations comme toujours George Miller, John Carpenter ou... Carpenter je dirais plus parce que c'est le genre qui dit ça en fait. Moi c'est vrai que quand on a tourné le film, on a l'impression d'être dans un Carpenter parce qu'on était dans un milieu confiné avec des personnages qui s'embrouillent entre eux. Il y avait vraiment cette atmosphère un peu carpentérienne sur le film, mais je dirais c'est pas vraiment ça en fait. C'est plus... je dirais qu'il n'y a pas vraiment... Je dirais que c'est plus Lord of the Flies en fait. Ça, Sa Majesté des Mouches. D'accord. Qui a été la référence du film. Carpenter, il y a un petit hommage dedans à un moment donné, mais par la musique et par le nom d'un des personnages. Mais sinon après c'est plus le nihilisme, je dirais, du film qui peut y faire penser en fait. Okay. Mais après jamais je me considérerais à l'égal du maître. C'est forcément une référence. Mais inconsciemment il est là, mais c'est vrai que c'est tellement maîtrisé. Tu peux pas te comparer à quelqu'un comme ça. Le film il a été en partie financé par Motion Sponsor? Non, du tout. Il n'y a pas eu Motion Sponsor en fait devait faire une aide sur le film. D'accord. Et ils ont arnaqué toutes les personnes qui ont... si tu veux, nous on savait pas. Et on a participé au truc, on a fait la vidéo qu'ils nous ont demandé de faire. Et il y a eu une certaine somme qui a été récupérée sur le site. Et là ils ont fermé dernièrement, et donc il faut surtout pas miser sur Motion Sponsor. Voilà. Pourquoi vous aviez fait appel? Parce on était vraiment en galère de budget sur la fin de la post-prod pour les effets spéciaux. On s'est débrouillé, on pensait qu'ils allaient nous aider à lever un peu d'argent pour finir les effets. Donc finalement on s'est débrouillé autrement, mais c'est une arnaque absolue et on est tombé dedans. On ne savait pas du tout. Et c'est comme ça pour tous les sites comme ça? Et je sais pas, mais faut faire vraiment gaffe en fait. Nous on avait des contrats. Parce que c'est quand même un truc,
le financement par le public, c'est quand même un truc qui est en train de... Bah ouais, mais moi je trouve que c'est mortel comme pratique. Mais là, je trouve que c'est vraiment dommage la malhonnêteté qu'ils ont eue de ne pas aller au bout du projet. Et c'est dangereux pour les autres, pour ceux qui essayent de le faire honnêtement. Et là, franchement, nous, on est encore en procédure avec eux en ce moment. D'accord. Ok. Le film, est-ce qu'il a un distributeur, une sorti en France Ouais, c'est Backfilm qui le distribue. D'accord. On sait juste pas encore s'ils vont le sortir en salle ou pas. Ils attendent de voir si Encore Bay aux États-Unis si ça marche aux États-Unis. Il est distribué aux États-Unis. C'est la version longue du film qui sera distribuée en salle. Et en France, on verra. Là, moi j'ai remonté une version longue du film parce qu'en fait j'avais fait cette version que vous allez voir ce soir, qui est une version de marché. C'est-à-dire c'est ma première version, mais je savais pas si le film allait avoir un distributeur ou pas, donc je pouvais pas me permettre de faire un film qui dépasse les 1h45. Donc j'ai mis tout ce que j'avais sur le film de plus important pour raconter l'histoire en 1h45. Et on a vendu le film plutôt bien, l'histoire est belle, ça se passe à merveille. Et le distributeur américain me dit mais on sait que tu as coupé un peu des trucs, parce que je leur ai dit est-ce qu'on peut les voir? Je fais bah ouais, avec plaisir, je leur ai montré. Et là ils me disent mais attends, t'es fou d'avoir coupé ça. Je fais ouais mais on savait pas si on allait avoir un distrib ou pas, donc on s'est pas permis de mettre ces séquences dans le film. Et là ils m'ont ils ont financé la post-prod de ma Director's Cut cet été. Là je reviens des États-Unis où je l'ai terminé. Et en fait on a rajouté une quinzaine de minutes au film en fait. D'accord, donc si le film sort en salle en France, ce serait à quelle version? Je pense que ce sera cette version-là. Ouais, parce que éventuellement on aura la version longue sur le DVD. Et il y aura la version longue sur le DVD, ouais, je pense. Après je peux pas dire encore parce que je sais pas moi-même. Donc mais je présume. Et enfin, quels sont tes prochains projets? Et là, je travaille sur un projet qui s'appelle Le Serment des Limbes, qui est une adaptation de Jean-Christophe Granger, qui serait produit par Éric Névé et TF1 International. Et c'est censé être en tournage l'année prochaine. Et on a une question rituelle à chaque fois. Pour terminer les interviews, quel est ton dernier coup de cœur cinéma, que ce soit en DVD, en salle Le dernier coup de cœur cinéma alors là... Même à la télé, ouais. Je dirais que c'est un peu bateau, mais j'ai vraiment kiffé, ça n'a rien à voir avec le cinéma de genre, mais La guerre est déclarée, que je trouvais magnifique comme film. Et moi je dirais que c'est mon dernier coup de cœur cinématographique, que j'ai trouvé ça incroyable, et j'invite vraiment les gens à aller le voir en fait. Ok. Ouais. J'aurais voulu dire à Planète des Singes, mais bon, c'est un peu... Ils n'en ont pas vraiment besoin.